Je passe la parole à Monsieur Guillaume Xavier, qui représente Monsieur Le Brozec de la DREAL PACA, cette fois-ci pour la déclinaison de cette réglementation qui vient de nous être présentée, d'unité déconcentrée de l'État. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais essayer de pas doublonner avec ce qui vient de vous être présenté. Donc, je vais passer assez rapidement sur les éléments de nomenclature. Donc, comme on l'a dit, en fait, il y a une partie des activités qui présentent des risques de pollution ou d'accident qui sont réglementées. Donc, on va parler essentiellement d'installations classées pour la protection de l'environnement, mais ça a été aussi évoqué. Ça peut concerner les canalisations de transport de matières dangereuses, ou les installations qui peuvent regrouper des matières dangereuses mais qui ne sont pas des ICPE. Ça va être les plateformes logistiques, les ports, enfin, certaines plateformes logistiques, les ports, certaines plateformes multimodales, voire des gares de triage où on peut avoir la présence de matières dangereuses en quantité. Donc, cette réglementation ICPE est particulière pour les installations, mais il y a des pans qu'on peut aussi extrapoler sur d'autres installations qui peuvent présenter des risques de pollution. Donc, ce qu'on appelle une ICPE, typiquement, c'est quelque chose qui peut présenter des dangers ou des inconvénients. Je vous passe les détails, on l'a déjà évoqué, et tout ça est détaillé dans une nomenclature. Par contre, ce qu'il faut retenir dans cette réglementation, c'est que ce n'est pas l'État qui est garant du bon fonctionnement à tout moment des installations, ce sont les exploitants, et le rôle de l'inspection, c'est une police de l'environnement particulière, inspection des installations classées, c'est de contrôler par sondage que tout ça, que les exploitants réalisent bien, respectent bien la réglementation, les normes techniques qui leur sont applicables. Mais on n'est pas absolument garant, on ne surveille pas en permanence derrière chaque exploitant, chaque installation. Donc c'est bien un principe d'exploitant responsable. Donc il y a une nomenclature qui se décline en 3 niveaux. Le niveau de la déclaration, ou déclaration avec contrôle. Donc la déclaration, c'est une activité qui peut présenter des risques ou des inconvénients, qui n'est pas préoccupante, pas non plus préoccupante, mais qui nécessite qu'on connaisse son fonctionnement, enfin son existence, pardon, et que son fonctionnement, lui, soit réalisé selon un ensemble de normes. Donc on va avoir en fait des arrêtés particuliers, excusez-moi, qui vont s'y appliquer. Et donc, sur la base de la déclaration, l'exploitant déclare sur un site internet son activité et il s'engage à respecter la réglementation. C'est quand même important, c'est pas juste je dis que j'existe, c'est j'ai quand même un corpus réglementaire à appliquer. Après, il y a un régime d'enregistrement. Donc, régime d'enregistrement, c'est un régime d'autorisation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer l'exploitation de l'activité tant qu'on n'a pas eu un arrêté préfectoral qui dit qu'on peut y aller. Donc, c'est des activités qui sont pour la plupart assez reproductives, standardisées. Donc, on va avoir des arrêtés types qui réglementent cette activité et avec des enjeux selon des enjeux particuliers, que ce soit en termes d'impact sur l'environnement ou en termes de danger. On peut basculer dans une procédure plus complexe et qui conduira aussi à une autorisation préfectorale. Donc là, on a des arrêtés ministériels qui s'appliquent dans le cadre général, et dans les cas particuliers, on va les compléter avec des mesures adaptées à l'environnement et au contexte de l'installation visée. Et après, la procédure d'enregistrement, qui est la plus complète, qui est un peu plus longue en termes de délai, qui va nécessiter la réalisation d'une étude d'impact, en plus des études de danger ou d'études de danger standardisées. Et donc la procédure est un peu plus longue, je disais, et surtout c'est que l'arrêté particulier, enfin l'arrêté d'autorisation sera encore plus spécifique. Il va vraiment intégrer des contraintes spécifiques, et même l'autorisation va être aujourd'hui intégrative, c'est-à-dire qu'elle va intégrer aussi tout ce qui concerne les mesures qui peuvent être applicables pour la protection de la biodiversité, y compris pendant la construction. Donc c'est les trois régimes. Et dans le gros régime A d'autorisation, c'est là où on va retrouver les installations les plus préoccupantes, soit en termes de risque, les Céveso, soit en termes de pollution, les IED. Donc voilà, c'est ce régime à trois étages qui permet d'avoir une approche proportionnée, mais de connaître toutes les installations les plus préoccupantes. Donc si on parle un peu du volet eau, donc le volet eau est géré par un arrêté particulier du 2 février 98, qui donne en fait un cadre général sur les valeurs limites acceptables dans les rejets dans l'eau. Donc là, on ne parle pas de pollution accidentelle, on parle de rejets
en continu. On va parler du traitement des eaux pluviales, les eaux pluviales qui doivent être traitées différemment des autres process. Et puis après, il va y avoir aussi la gestion de situations accidentelles. Donc, dans ce cadre particulier de l'eau, on aurait pu prendre l'air ou on aurait pu prendre les déchets sur les impacts en continu, on va avoir en fait un triptyque entre les obligations générales. Voilà, je fais mon installation, j'ai telle ou telle substance que j'exploite. La compatibilité au milieu, si je dois faire des rejets, selon les périodes d'étiage, selon la température du milieu, selon l'état général du cours d'eau dans lequel je vais rejeter ou du réseau de collecte des eaux usées. Et puis, en particulier pour les installations les plus complexes et les plus préoccupantes, les IED, on va s'attacher à mettre en œuvre ce qu'on appelle les meilleures techniques disponibles. Donc voilà, donc c'est un processus assez itératif pour les installations les plus conséquentes, puisqu'on va avoir en fait tout au long de la vie d'exploitation des remises à niveau du site en termes de limitation des valeurs limites d'émission, qui peuvent être soit liées à des technologies ou soit à des substances émergentes qu'on ne maîtrisait pas ou qu'on ne suivait pas par le passé. Donc voilà, donc c'est bon, j'essaie de résumer pour ne pas redoublonner par rapport à ce qui a été présenté par ma collègue de la DGPR. Donc quand on va ensuite arriver au processus à l'autorisation, donc en fait on va prendre les dossiers qui sont présentés par les installations, on va analyser donc l'état du milieu récepteur, l'état de l'environnement si on parle d'urbanisme, et puis on va en fait faire un arrêté préfectoral qui va donner tout un tas de contraintes et de prescriptions, ce qu'on appelle des prescriptions, qui s'appliquent de fait au site. J'ai un petit bruit qui arrive sur pardon, de Monsieur Guillaume Marche, qui a le micro. Pardon, non, c'est bon. Donc voilà, donc on a un arrêté préfectoral qui va s'appliquer de fait à l'exploitant, qui va devoir mettre en œuvre tout au long de la vie de l'exploitation. Et donc là, on a une action de contrôle, c'est là où nous on intervient. Donc on intervient en amont sur l'autorisation initiale et on intervient ensuite sur le contrôle en continu des installations. Donc le contrôle en continu des installations, je disais, ça se procède par sondage. Donc les installations soumises à déclaration ne sont pas soumises à des inspections systématiques. Elles sont soumises peut-être à un contrôle par des organismes habilités dans certaines configurations, mais ce n'est pas de contrôle systématique. Pour les autres installations, on va avoir des contrôles systématiques. Donc on fait c'est bien une police préventive, puisqu'on intervient pas seulement en cas de dépassement ou en cas de signalement, on intervient de manière régulière sur l'ensemble des installations, avec des fréquences qui dépendent bien sûr des enjeux à viser. On va examiner des données en continu, c'est-à-dire que les exploitants sont soumis à transférer des données sur les émissions polluantes, sur les accidents, sur le suivi en continu, sur les quotas de CO2, sur les émissions dans l'air. Donc on va examiner ces données en continu. Et puis on peut aussi très bien à certains moments critiquer ces données en envoyant des organismes de mesure, parce qu'on n'a pas nous-mêmes des instruments de mesure, on ne pourrait pas les posséder. Donc d'envoyer un laboratoire externe faire une mesure indépendante pour s'assurer et pour rassurer aussi le voisinage sur la pertinence des mesures qui sont réalisées en autocontrôle par l'exploitant. Donc voilà, donc ça c'est une action d'inspection. Et l'inspection, comme je dis, c'est une inspection préventive. Donc comme on n'intervient pas assez peu après accident, même s'il y a quand même pas mal d'accidents, mais en proportion c'est mineur, l'idée c'est une police qui a vocation à renvoyer vers la conformité. Quand on constate des non-conformités, on a un processus qui vise à ramener vers la conformité et non pas à sanctionner. Donc on a plutôt une police administrative qu'une police pénale. Donc sur la région PACA, en 2021, on a fait 1153 visites d'inspection pour 23 000 sites ICPE, mais sur les 23 000 sites, il y a 21 000 sites soumis à déclaration. En fait, l'essentiel des sites, c'est des sites soumis à déclaration. Donc on a vocation à appliquer en fait ce qui a été aussi un peu présenté par la DGPR, en fait, des stratégies nationales. Donc, d'augmenter la présence terrain. L'idée, c'est d'augmenter notre présence terrain sur les 3 dernières années.
D'améliorer les délais d'instruction et d'implantation, c'est-à-dire que, comme je disais, il y a un enjeu fort de réglementer les installations avant qu'elles puissent commencer, mais il y a aussi un autre enjeu très fort, c'est de ne pas empêcher les installations nouvelles. Donc on peut, plutôt que de s'escrimer pendant 3 ans sur un dossier, le principe c'est quand même de pouvoir rapidement dire qu'un dossier est acceptable ou pas dans son environnement, et de bien le réglementer, mais de ne pas passer un temps infini sur ces installations, puisque sinon on ne pourra plus jamais installer de nouvelles activités. Des orientations nationales thématiques, c'est-à-dire qu'en fonction de l'actualité, de l'accidentologie, d'autres phénomènes externes, on peut avoir des orientations sur des opérations coup de poing. Ça peut être sur des substances préoccupantes, ça peut être sur des activités préoccupantes, sur des activités de déchets, par exemple. On a des actions particulières. L'année dernière, il y a eu l'opération dans la bande de 100 mètres autour des Céveso. Donc voilà, donc c'est ce qui nous forme, tout ça c'est le socle qui nous forme notre programme de contrôle. Donc on va contrôler les nouvelles installations selon ce que je disais de manière systématique, les installations soumises à autorisation de tous les 7 ans à tous les ans selon les enjeux, des inspections thématiques et puis après inspection sur plainte et signalement. Donc c'est ce qui va constituer en fait notre corpus principal d'inspection. Donc normalement tout ça, ça doit en fait être dans une logique de prévention des risques en fait. Donc de limiter, on l'a dit, à la source les conséquences potentielles d'un accident, mais aussi de s'assurer que les accidents ne se produisent pas. Malheureusement, quand ça arrive, c'est là où on peut se retrouver un peu dos au mur. Donc c'est un travail de fond qui est un peu plus compliqué pour nous à mener globalement. C'est de s'assurer qu'on a les listes des contacts à jour. Bon, ça c'est une chose, connaître les exploitants c'est un peu normal, mais d'avoir l'accès à tous les documents à tout moment pour les personnes d'astreinte, parce que c'est assez rare que les événements, quand les événements se produisent hors ouvrable, c'est pas toujours simple. Donc on va parler des études de danger, des POI et des PPI. De pouvoir aller assez vite dans le cadre de suite d'un accident, de pouvoir très vite établir une liste de prescriptions complémentaires ou d'urgence qui vont permettre de limiter les risques et de retourner aussi à la normale. Donc c'est d'avoir aussi des arrêtés types et des éléments qui vont permettre, en fonction de l'accident ou de l'événement redouté, de développer tout de suite une stratégie et de donner au préfet la capacité de prendre des décisions qui vont bien. Donc ensuite, au niveau local, nous, ça nous impose en fait d'avoir une organisation territoriale assez fine, avec des personnes en UD qui font les inspections, qui sont les premiers relais, et puis des personnes au siège qui sont un peu garants de ces procédures et de la maîtrise documentaire et d'avoir des documents types pour aller vite sur la prise de décision. Et l'expérience aussi, très important pour nous, c'est d'avoir un socle de personnes compétentes et expérimentées. Et puis, un élément important dans le cadre de la prévention, c'est de gérer des exercices, en fait. C'est les exercices qui permettent de se dire, voilà, on a quand même la capacité à se mobiliser, on va simuler des fois complètement en chambre des accidents, mais parfois on va aussi mobiliser les installations ou comment dire, pas les installations, les services de secours, on va mobiliser utiliser les systèmes d'extinction, on va s'assurer de l'étanchéité de vagues de rétention, etc. etc. Donc c'est aussi parmi le panel d'activités qu'on a, très important pour nous de faire réaliser des exercices. Et c'est aussi une stratégie qui peut être intéressante pour rassurer le grand public sur la capacité des installations à ne pas les exposer à un danger. Donc on a quelques accidents un peu notables dans les dernières années. Alors, ils n'apparaissent pas forcément ici. On a eu des pollutions marines intervenues en 2018, mais du fait plutôt de navires. On a eu en 2020 une pollution issue d'un site industriel qui s'est déversé dans la mer à Martigues, du chlorure ferrique. Donc à chaque fois, voilà, c'est l'exploitant qui déclenche tout de suite son POI, plan d'opération interne, et puis après l'État qui décline tout ce qu'il peut, tous les moyens dont il peut disposer pour déjà comprendre
quels peuvent être les impacts des pollutions. Pour nous, c'est quelque chose d'important, c'est de savoir quels seront les risques et quelles seront les mesures à prendre en sécurité publique, c'est-à-dire est-ce qu'il faut interdire la baignade quand on va dans le milieu maritime, est-ce qu'il faut interdire les activités sportives, combien de temps il faudra interdire la pêche, etc., etc. Donc, c'est tous ces éléments de décision qui sont hors site, hors accident, qui sont très importants à prendre et pour lesquels on sort un peu du cadre classique juste d'avoir un outil, une grue et du pompage, quoi. Il y a aussi l'accompagnement et la prise de décision par le préfet pour les conséquences réelles des accidents. Un peu dans le même ordre d'idée que ce qu'il y a eu sur l'accident de Lubrizol. On a eu il y a quelques années, en 2009, bon, ça remonte un petit peu, une canalisation de transport d'hydrocarbures qui s'est percée dans une réserve naturelle nationale et qui avait conduit déjà à l'époque à un plan national. Bon, on avait appelé ça à l'époque le plan de vieillissement des installations, où on peut plutôt aujourd'hui parler de plan de modernisation des installations, mais qui a imposé en fait d'avoir des actions particulières. Donc, quand je disais, en fait, on fait de la prévention, et puis en fait, en fonction des accidents, on fait du réactif et on fait des plans spécifiques, d'essayer de comprendre l'âge des installations et quels peuvent être les risques que présentent ces installations vieillissantes. Donc j'ai essayé d'être un peu synthétique parce que j'ai vu que l'heure avait un peu glissé, puis je voulais pas faire de doublons. J'espère pas avoir fait trop de raccourcis, mais je vous remercie.